Bonjour tout le monde, bienvenue à notre midi rencontre de l'Arbre du Voyageur. Alors, notre midi rencontre, c'est toujours un petit moment d'échange que nous consacrons à un invité ou une invitée qui vient nous parler pendant une demi-heure de son actualité, qui vient nous parler de ses réalisations. Je rappelle que l'Arbre du Voyageur est un organisme qui a pour but d'accompagner, de soutenir tout individu qui souhaite se lancer dans une nouvelle expérience de vie au Canada. Donc, on fait un accompagnement au niveau du processus migratoire et dans notre mission, notre volonté, c'est surtout d'outiller, de sensibiliser les Antillais ou les Afro-descendants qui ont aussi cet esprit d'aventure, cet esprit aussi entrepreneurial qui est un moyen d'insertion économique et d'intégration économique important ici dans ce pays. C'est aussi de soutenir l'initiative qui est faite auprès de nos ressortissants, de nos communautés qui se retrouvent dans ce pays, et de souligner également des réussites et puis des initiatives venant de nos jeunes. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Malika Danikan, qui est d'origine guadeloupéenne. Elle est en doctorat de sociologie. Malika, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle assiste la direction de l'Observatoire démographique de l'espace francophone et la coordination du groupe interuniversitaire d'études et de recherche sur les sociétés africaines. Ces recherches portent principalement sur l'implémentation des questions démographiques dans la prise de décision et la mise en place des politiques publiques, notamment en contexte ouest africain et dans les départements français, bien sûr, d'outre-mer. Alors, en 2016, Malika, elle a co-organisé des conférences du TEX UQAM Women, qui est une première au Collège du Québec à Montréal. Et en 2017, les conférences TEX Faso Canu, tu vas me corriger si c'est bien ça, qui était une première à Bamako, au Mali. Alors, Malika, tu es aujourd'hui avec nous parce que tu viens nous partager ta prochaine actualité. Il s'agit de lancement de 2 numéros d'une revue qui s'appelle Aspect sociologique. Tu diriges ce comité exécutif et tu es en charge d'assurer la rédaction, qui est en charge d'assurer la rédaction, la communication, la distribution de cette revue. Alors, moi, ma question serait de te demander pourquoi cette revue est publiée? Alors, déjà, merci Sabine pour l'invitation. C'est vraiment une belle surprise et un plaisir pour moi de pouvoir en parler aujourd'hui. En fait, la revue Aspects sociaux, c'est une revue qui a été fondée depuis 92. Hein. Donc, moi, je suis chargée cette année je suis chargée de coordonner un petit peu le tout au niveau de la direction. Et en fait, c'est une revue qui a déjà pour mission finalement d'offrir un espace de première publication aux chercheurs, notamment en sociologie. Donc, on sait que le nerf de la guerre, c'est d'avoir des publications. C'est pas toujours évident pour les chercheurs de maîtrise, doc, même parfois de la licence, de se faire publier. Donc, nous, on essaie vraiment d'encourager ces premières publications-là, mais aussi on offre finalement des activités scientifiques, que ce soit des conférences, des soirées d'affiches, on fait vraiment tout ce qui est autour de justement des sciences sociales et particulièrement de la sociologie. Puis là, on a effectivement 2 numéros qu'on est très heureux de pouvoir annoncer, de pouvoir publier à la fin de ce mois-ci. Donc, ce sont des numéros sur lesquels on travaille depuis longtemps. Alors, avant même que je m'implique au niveau d'aspect, ces numéros-là étaient déjà sur le tapis. Donc, en fait, ce sont des numéros qui ont été vraiment mis en place et dirigés par des étudiants de l'Université Laval. Donc, il y a un numéro qui est dirigé par Nathalie Gagnon, puis il y en a qui est dirigé par Sophie Marois. Donc, Nathalie Gagnon, elle est au doc et Sophie, elle est à la maîtrise. Donc, il y a un numéro famille, il y a un numéro organisation. Et en fait, ben, ce sont des étudiantes qui ont vraiment, qui ont vraiment pris la direction. Donc, c'est-à-dire que comment ça se passe? Tu as un appel à la communication qui est divulgué un peu peut-être pendant 3 à 4 mois. Et là, tu as des étudiants qui essaient d'y répondre. Donc, ils font leurs propositions qui sont retenues ou pas, mais on pourra venir après par rapport au processus par la suite. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à ces étudiants-là de publier. Donc, nous,
C'est un processus qui est extrêmement long. Ça a pris quasiment 2 ans pour ces 2 numéros-là, pour les allers-retours, les corrections, etc. Et donc là, on a un lancement qui se prépare pour la fin de ce mois-ci. Alors, compte tenu des circonstances, ça sera un lancement en ligne, mais ça sera quand même un très beau lancement, on l'espère. On s'entend que les enjeux qui seront abordés dans ces deux numéros touchent principalement la sociologie. Oui. Alors, il y a un numéro qui s'intitule Regard sur les sociétés et les organisations. Donc, c'est vraiment un numéro qui est un peu plus concentré justement sur tout ce qui a trait à justement les rapports entre tout le monde organisationnel et les sociétés. Donc, vraiment, c'est abordé de diverses manières, hein, mais toujours dans un cadre sociologique. Et le deuxième numéro, Figure contemporaine des familles et des couples. Là encore, c'est un numéro qui est toujours sociologique, mais avec des points de vue très différents. Donc, en fait, les étudiants je peux pas tout dévoiler parce que le lancement n'est pas encore là, mais les étudiants, indépendamment finalement de leur champ d'intérêt, parce que la sociologie, c'est extrêmement vaste, on s'en rend pas compte, hein, c'est énorme. On a par exemple un numéro qui va s'intéresser davantage à la reconfiguration des familles ou parfois en contexte de migration ou pas, par rapport justement aux différentes composantes. Enfin, vraiment, tout dépend des champs d'intérêt des étudiants et des étudiantes et la manière dans laquelle ils l'ont abordé avec les théories aussi qu'on retrouve en sociologie notamment. Euh, J'entends que, de ce que j'ai regardé un petit peu au niveau du comité de direction, vous avez tous des profils de toute façon pour la plupart d'entre vous en sociologie. Alors, il y en a qui ont soit déjà le doctorat, d'autres que le baccalauréat ou la maîtrise. Euh, Par rapport à cette composante, les profils, comment vous avez déterminé de sélectionner les membres qui allaient siéger sur ce comité-là? Alors, faut savoir que chaque année, il y a l'Assemblée générale, en fait, de la revue sociologique et chaque membre est élu à l'unanimité ou à des fois à la majorité. Donc, chaque membre, moi, l'an dernier, j'étais directrice adjointe. Donc, je viens, je présente mon profil un peu, puis j'explique un petit peu, ben, c'est quoi mes compétences, mes atouts et ma vision, grosso modo, pour le poste que je convoite. Et puis là, il y a un vote qui se passe. Donc, en fait, c'est comme ça que l'équipe se compose, hein, en fonction de la détermination, des compétences et aussi de l'apport potentiel du candidat ou de la candidate pour la mission, en tout cas le poste qu'elle convoite ou qu'il convoite. Donc, pendant une année, tu vas diriger ce comité-là en tant que directrice Oui. du comité. Alors, quelle va être vraiment tes tâches, ton mandat, quelle mission vas-tu occuper par rapport à ça? Alors, déjà, je tiens vraiment à signaler avant tout que c'est vraiment, on travaille vraiment en collégialité. C'est-à-dire que oui, j'ai vraiment l'immense honneur d'être directrice cette année, mais je travaille vraiment pas toute seule. On se rencontre à toutes les semaines. Là, actuellement, sinon, normalement, c'est toutes les 2 semaines. Là, en l'occurrence, vu que je suis pas à Québec pour le moment, on se rencontre en vidéo, mais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on se rencontre, on travaille. Donc, on travaille vraiment ensemble. Puis là, cette année, nos gros mandats, déjà, c'est de délivrer finalement la marchandise des numéros qui sont en cours. Ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Je faisais partie de l'exec de l'an dernier et j'ai vu à quel point on a tiré un petit peu pour pour accélérer le tout. Donc là, déjà, notre première mission qui normalement est supposée s'exécuter à la fin de ce mois, c'est de livrer ces 2 numéros-là. Par la suite, on travaille déjà sur un prochain numéro, enjeu démographique. Donc là, l'appel à communication a été clôturé le 31 août. Donc là, on rentre dans la période de première correction, puisqu'on a les directrices ont déjà accepté ou refusé certaines propositions. Donc là, on rentre dans la phase de correction des numéros des articles qui ont été retenus. Par la suite, on aimerait aussi mettre en place des formules de billets. Donc là, c'est ma collègue Alexia qui s'en charge. L'idée des billets, en fait, c'est de permettre aux étudiants et aux chercheurs de communiquer de façon plus ponctuelle sur des sujets d'actualité ou des sujets sociologiques sans pour autant passer par le long périple, en fait, de la publication, parce que c'est très long. Donc là, l'idée, c'est de raccourcir un petit peu le processus sans pour autant entacher la dynamique scientifique. C'est très important pour nous. Et puis, on pense mettre, j'espère en tout cas qu'on réussira à préparer un projet, en tout cas de mettre en branle un prochain numéro d'ici la fin de mon mandat. C'est un gros défi parce que qui dit numéro dit il faut penser le numéro, il faut le mettre sur pied, etc. Et il faut trouver aussi directeur ou directrice pour pouvoir le diriger. Et enfin, si je ne m'abuse, on aimerait, ça dépendra aussi du retour en présentiel ou pas à l'université,
organiser des conférences et les soirées des affiches de nouveau comme on l'a fait l'an dernier. Donc, l'idée, c'est vraiment de stimuler toujours le savoir, de divulguer aussi toute la connaissance en sociologie et de permettre aussi qu'elle soit davantage accessible parce que c'est là le gros tort, je pense, aujourd'hui de toute la dynamique, c'est de pouvoir faire en sorte que les sciences sociales soient accessibles par le plus grand nombre. Donc, on essaiera ça. Donc, j'imagine que le contenu de ces deux numéros-là ont été assez vulgarisés de façon à ce que, comme tu dis, ça soit accessible, pas nécessairement uniquement en milieu universitaire, mais également à tout public. Hein? Tout à fait. Alors là, ce qu'on essaie de faire aussi pour innover, c'est qu'on essaie d'accompagner ces numéros dans la dynamique de vulgarisation. On essaie de les accompagner par des vidéos. C'est-à-dire que l'on a commencé l'an dernier parce qu'en fait, c'est pas qu'on veut, je dirais, diminuer sur la scientificité des numéros, mais vraiment les rendre accessibles. Donc, dans cette optique-là, on a commencé à mettre en place un système de vidéos qui présente un peu les articles, qui présente un peu les numéros pour intéresser finalement monsieur, madame, tout le monde à s'intéresser un peu à ces enjeux-là. Et puis, oui, effectivement, dans la vulgarisation, on essaye aussi déjà de rejoindre depuis le cégep les jeunes qui s'intéressent à la sociologie. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est vraiment accompagné par notre département pour ça. C'est de vraiment retrouver finalement, de rencontrer des jeunes dès leur plus jeune âge qui peuvent apporter un nouveau regard aussi à la socio. Donc oui, effectivement, l'idée, c'est de vraiment vulgariser, de rendre accessible le tout. Donc, je rappelle que le 27, vous avez votre lancement des deux prochains numéros. D'accord? Ça va se faire sur Zoom, c'est bien ça? Oui. Et là, d'ici là, vous allez pouvoir donner un peu plus d'informations sur ces numéros-là. Je comprends que tu ne peux pas tout dire aujourd'hui. Oui, c'est normal. Ça va être un numéro qui sera accessible en ligne. Alors, dans un premier temps, le jour du lancement, dès le jour du lancement, les numéros sont accessibles en ligne depuis notre site internet, donc via Aspect Sociologique. Et sinon, on travaille déjà également, parce que généralement, on travaille plus sur l'impression, mais bon, compte tenu de la situation, on privilégie le contenu numérique. Donc, normalement, dans les prochains jours, voire début du mois de décembre, ça devrait être disponible aussi en version papier. Donc, pour cela aussi, il y aura toute une mise en place qui sera faite pour que les personnes qui veulent avoir accès aux numéros puissent les recevoir par envoi postaux à la maison. Tu as aussi un appel à lancer au niveau de la recherche de correcteurs et de correctrices pour le prochain numéro, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Chaque année, on renouvelle un peu notre banque de correcteurs, correctrices parce que qui dit revue scientifique dit correction. Alors, nous, on a 3 passages de correction actuellement. Donc, on a le passage par les pairs, donc au sein de la revue. On a également la correction par le corps enseignant. Donc, on a des professeurs de l'Université Laval et même au-delà. Donc, ça dépend d'à partir du moment où le prof a une compétence particulière au travail sur les articles, bon, on essaie de les rejoindre. Donc, ça peut dépasser même les murs de l'université. On rejoint des professeurs, également des correcteurs, correctrices qui donnent leur avis aussi. Donc, qui ont quand même un profil scientifique intéressant, hein, bien évidemment, il faut un certain niveau, mais des personnes qui peuvent justement apporter quelque chose aux articles, en tout cas bonifier finalement les articles. Donc, on essaie de renouveler finalement notre banque régulièrement pour faire en sorte que plus on a de regards, plus c'est intéressant. Et voilà. Donc oui, si jamais il y a des monsieur, madame, tout le monde qui ont un profil intéressant et qui veulent nous rejoindre, ils peuvent nous écrire à Aspect Sociologique ou même nous rejoindre via Facebook aussi et nous proposer finalement leur disponibilité pour pouvoir corriger des articles. Parfait. Nous placerons dans le chat le lien pour permettre aux personnes de s'inscrire, de se proposer s'ils souhaitent aider dans cette recherche de candidats pour correction du prochain numéro qui est en préparation et qui portera sur les enjeux, c'est bien ça, hein, sur les enjeux démographiques, c'est ça? Attends, je t'entends pas, ça a coupé. Ah, je disais, est-ce que là tu m'entends? Que vous êtes à la recherche donc de correcteurs, correctrices qui seraient intéressés à proposer leur contribution pour le prochain numéro qui est en cours de préparation et qui va notamment porter sur les enjeux démographiques. C'est bien cela. Oui. Alors maintenant, moi, je veux entendre la doctorante en sociologie. D'accord. J'aimerais ça, Malika, que tu me partages, en fait, tu nous partages ton analyse. Quelle est ton analyse que tu pourrais nous faire concernant la démographie
et la sociologie des migrations dans les Antilles françaises. Wow. Alors, oui, je sais que c'est ton champ d'expertise. Alors, donne-nous deux petits mots. Déjà, juste avant, je pense quand même que c'est important de poser en 30 secondes les bases. Moi, de base, j'ai pas un profil démographique ou sociologique. Avant tout, je suis une petite politologue, donc j'ai vraiment étudié la science politique. C'est de fil en aiguille finalement que je suis arrivée à travailler sur la démographie des Antilles. J'ai commencé d'abord à m'intéresser à la démographie, enfin aux enjeux démographiques dans les politiques de développement en Afrique francophone, notamment au Burkina Faso. Donc c'est comme ça un petit peu que j'ai été interpellée par l'importance des populations dans les choix politiques. Comment justement la population pouvait jouer un poids ou non, ou en tout cas était un enjeu dans les prises de décision politiques en Afrique. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et de fil en aiguille, effectivement, je suis retournée d'où je viens, la Guadeloupe. Ça a été quelque chose de très, je m'y attendais pas moi-même. Hein. C'est il y a quelques années de ça, peut-être il y a déjà 2 ans, je suis rentrée en Guadeloupe et, et j'ai eu la chance de recevoir mon directeur de recherche à Québec parce que je suis en cours, je fais un double doc. Je fais un doctorat en sociologie à l'Université Laval et un doctorat en démographie à l'Université à Paris-Sorbonne. Donc, c'est pas vraiment les mêmes profils, mais en tout cas, on se rejoint. Et du coup, mon professeur, mon directeur de sociologie, il est venu en Guadeloupe avec sa conjointe. Et il connaissait pas. Lui, c'est monsieur démographie dans l'espace francophone. Vraiment, il est calé en démo, c'est son milieu, etc. Et c'est la première fois qu'il est en Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Donc, il connaissait un petit peu, il savait où se trouvait la Guadeloupe. Il est spécialiste de l'espace francophone, mais il n'avait jamais posé les pieds en Guadeloupe. Et quand il est venu en Guadeloupe, il m'a dit, waouh, mais la Guadeloupe, c'est un laboratoire, mais c'est magnifique. Tu sais, il a vu le métissage, il a vu finalement l'histoire, il s'intéressait à l'histoire parce que sa conjointe est historienne, donc t'imagines le combo. Et donc, du coup, ils m'ont dit, mais c'est magnifique, en fait, la Guadeloupe. Et c'est de là que mon regard a changé sur les Antilles, parce que je m'intéressais à l'Afrique. Je trouvais que c'était des enjeux qui étaient merveilleux et qui venaient me chercher. Mais jamais j'avais vu la Guadeloupe comme étant un laboratoire. Et Richard m'a amené à penser la Guadeloupe, mon île, comme un laboratoire. Et c'est comme ça que finalement, j'ai commencé à voir les choses autrement et que je me suis regardée finalement dans la glace et que toi, tu regardes ton propre parcours en fait. Tu te rends compte que toi-même, tu es partie de chez toi. Moi, je suis partie à 17 ans. Donc, une fois que j'ai fini le lycée, j'ai quitté la Guadeloupe pour le Canada. Et je me rends compte que c'est la même chose, pratiquement, c'est commun en fait. La plupart des jeunes de ma génération, c'est ce qui s'est passé. Et aussi, pour revenir rapidement, en 2015, j'ai un ami québécois qui était venu en Guadeloupe et qui m'avait dit une phrase qui m'est revenue récemment. Et la phrase, c'était, je comprends pas, vous naissez une valise à la main, en fait, chez vous. Et donc, c'était resté un peu dans ma tête et c'est vraiment récemment, quand j'ai expliqué avec mon prof que c'est revenu. Et depuis, je m'intéresse à la Guadeloupe, je m'intéresse un peu aux dynamiques migratoires, pourquoi partir, comment partir. Et c'est là que finalement, le combo sociologie et démographie se fait tout parfaitement, en fait. Parce que la démographie, c'est vraiment l'étude des populations. Donc, vraiment les étapes ou en tout cas les temps forts d'une vie en fait. C'est la naissance, la mortalité, les mariages, voilà. Donc, et le parcours migratoire. Et la sociologie, elle vient observer, comprendre, interpréter les comportements, interpréter ces étapes, ces étapes-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la Guadeloupe. Et là, depuis, je m'intéresse à une période qui, je crois, est une période clé, qui est la période du Bimidum. Donc, je m'intéresse à la période de 63 à 82 dans un premier temps, dans le cadre de mon doctorat, et j'essaye de comprendre parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, donc le BUMIDOM, qui est le Bureau des migrations des DOM, c'est une institution qui a été mise en place par le gouvernement de l'époque, le gouvernement français, et qui visait à encourager l'émigration des Antilles françaises, donc Guadeloupe, Martinique, Réunion, à moindrement Guyane, l'encouragement des jeunes, entre guillemets 18-25 ans, à partir vers la France pour un avenir meilleur. Donc, c'est tout un système qui a été mis en place en très peu de temps et qui permettait aux jeunes de partir. On promettait finalement réussite, formation, succès, blablabla. Et en fait, on se rend compte que déjà, il y a une discussion à avoir, un débat à avoir sur ce qui était promis et ce qui s'est passé. Donc, moi, je m'intéresse à ça dans un premier temps. Ensuite, il y a la dynamique de... Alors, c'est là que rentrent en jeu les études démographiques et les doctrines, ce qu'on appelle les doctrines démographiques. Donc, savoir qu'est-ce qui a encouragé
cette mise en place-là? Qu'est-ce qui a motivé cette politique-là? Par qui elle a été mise en place? À quelle fin? Dans quel but? Pour les intérêts de qui? Donc moi, je m'intéresse à ça dans un premier temps d'un point de vue totalement théorique et scientifique. C'est la partie qui parfois peut être moins cool, mais en même temps très intéressante. Voilà. Donc dans un premier temps, je m'intéresse à ça. Et dans un deuxième temps, avec mon terrain, je ne l'ai pas encore fait, je vais aller, si tout se passe bien, rencontrer des gens qui ont été concernés par le Bumidum et comprendre quels ont été l'impact de cette politique-là sur leur propre vie. Est-ce qu'il y a eu réussite? Est-ce qu'il y a eu échec? C'est quoi la définition de la réussite? C'est quoi la définition de l'échec? La question d'identité, parce qu'on sait que le Bumidum a emmené beaucoup de questions. Il y a plein de gens qui sont partis dans le cadre du Bumidum et qui ne l'ont pas dit à leur famille. Aujourd'hui encore, c'est un sujet. Les conditions dans lesquelles ils vivaient. Les conditions dans lesquelles ils vivaient. Est-ce que finalement, comment ils se sentent aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont retournés au pays? Est-ce qu'ils sont restés là-bas? Pourquoi? Parfois, c'est parce que la réussite a été là-bas. Parfois, c'est parce que la honte de revenir et de ne pas avoir réussi comme on voulait. Parfois, c'est le fait de tout simplement plus se sentir antillais. Enfin, voilà. De se sentir étranger. Tout à fait. L'étranger ne n'a pas envie aussi le sentiment de trouver des structures pour faciliter le retour. Tout à fait. Donc, il y a énormément de questions. Voilà, il y a énormément de questions qui se posent. Et moi, je pense que le Bumidum a été beaucoup regardé comme étant une politique de migration. Et moi, j'essaye en tout cas dans mon humble analyse et dans mon humble regard de la regarder comme étant une politique de peuplement. Parce qu'on se rend compte qu'au-delà de la migration, le Bumidum a eu des effets sur les populations antillaises. Aujourd'hui, on dit que les Antilles sont les départements les plus vieillissants de la France. Pourquoi? Parce que les jeunes sont partis à la période où ils étaient supposés procréer. Donc, tout s'est fait là-bas. Puis, il y a comme un décalage, en fait, au niveau de tout ce qui est vieillissement, etc. Il y a ça. Et finalement, on se rend compte que le Bumidum qui a eu lieu officiellement entre 62 et 83 a des impacts encore aujourd'hui qui sont criants. Comme moi, je suis partie d'ici en 2011 et que j'avais 17 ans, je vais dire, tous mes amis partent à cet âge-là. Alors que le Bumidum date de 80. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2010, 2020, ça fait encore partie des valeurs de s'expatrier, de partir, de migrer vers l'ailleurs. Alors, l'ailleurs, il a changé. Ce n'est plus exhaustivement Paris ou la métropole, ou voilà. Ça peut être le Canada, ça peut être la Suisse, ça peut être, voilà. Bon, ça aussi, c'est encore une autre conversation. Mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup à ça et je veux comprendre, j'essaie en tout cas de comprendre, mais surtout de montrer que dans l'histoire, il y a un moment qui a été intéressant et qui peut expliquer des phénomènes qu'on voit encore aujourd'hui actuellement. Donc, d'où la question du Bumidum. Enfin, j'aurais pu en parler pendant des heures, mais voilà, c'est un petit peu ça. Je te sens tellement passionnée par ce sujet et c'est un sujet qui m'a beaucoup passionnée aussi. J'ai fait beaucoup d'événements autour de cette thématique-là, beaucoup de tables rondes autour de ça. J'avais réussi à rassembler des personnes qui l'ont vécu, des personnes aussi qui ont eu leurs parents qui l'ont vécu. Il y avait tout ce contexte qui était compliqué de pouvoir revenir au pays parce qu'il y avait eu un système de points qui avait été mis en place pour empêcher quelque part, pour retarder le traitement des demandes. Il y a eu des situations difficiles que les gens ont vécues. Mais il y a eu comme une sorte de... C'est là que tout est reparti au niveau aussi de la question identitaire. Et la question identitaire a été le point, je crois, vraiment important qui a permis à ceux qui étaient partis de chercher à se regrouper pour exister. Cette question d'identitaire était comme une forme de survie face à la situation déplorable que certains ont vécue. Comme on dit, on pourrait en parler des heures, Malika. Je suis extrêmement contente de te recevoir aujourd'hui et ravie de cet échange que nous avons. Nos internautes qui nous suivent peuvent, s'ils ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les soumettre. Malika serait ravie de vous répondre. En attendant d'avoir des questions, donc tes prochaines actualités, ça va être vraiment ce prochain numéro qui va toucher aux enjeux démographiques et puis continuer ton laboratoire de recherche, on va dire ça, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, parce que c'est quand même très laborieux, ça prend du temps, c'est un méchant bébé qui doit être mis au monde et du coup, ben, j'en ai pour quelques temps encore. En plus, ça demande du travail de fond parce que
le BIMIDOM commence à être documenté, mais il y a des choses qui le sont encore très peu. Et donc, du coup, ça me demande de faire beaucoup aller-retour entre la Guadeloupe et le Québec, parce que bon, Québec, voilà, mais aussi en métropole, parce qu'il y a énormément d'archives qui sont là-bas. Quoique la Guadeloupe est quand même pas mal documentée. J'ai eu la chance déjà d'aller à plusieurs reprises vers Trois-Rivières là-bas. Je suis toujours pas très bonne, mais en tout cas voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des vraies lettres, de vrais échanges. Et ça permet aussi de se replonger dans l'esprit de l'époque. Et moi, je trouve que c'est important. Et aussi mettre vraiment l'emphase. Et ça, c'est je dirais, c'est ce auquel je prends le plus plaisir, c'est de m'intéresser finalement au parcours de vie des gens. À la fin de la journée, je crois que j'ai vraiment essayé de mettre l'emphase là-dessus avec ma thèse, mais c'est vraiment de retrouver des parcours et de comprendre l'impact des choix de la migration sur les gens. C'est quelque chose de très, très fort, selon moi. Les récits sont très importants parce que moi, je me souviens toujours du film qu'avait fait Ezen Tripalsi. C'est le film qui s'appelle Rêve amer. Ce film-là a été passé d'ailleurs à Montréal dans le cadre du festival Vue d'Afrique. Ça a été l'occasion pour nous d'avoir on n'a pas l'occasion d'avoir des films comme ça, hein, parce que ça passe pas ici souvent, là. Donc, Vue d'Afrique est un festival d'ailleurs qui permet de visionner des films venus des Antilles ou de l'Afrique. Et puis, ça a été pour moi, je m'étais déjà beaucoup interpellée, fait beaucoup de recherches sur cette période-là, parce que j'ai de la famille. On a tout un membre de notre famille qui est parti dans le cadre du BIMIDOM. Et je me souviens des choses qui se disaient à la maison. Il y avait des choses qu'on n'osait pas dire, des choses qu'on disait, mais des choses qu'on n'osait pas dire. Et de voir qu'il y avait vraiment des histoires qui étaient trop difficiles. Mais je crois les communautés qui ont été les plus touchées, à part nous en Antillais, ça a été vraiment les personnes venant de la Réunion. Là, avec les enfants de la Creuse, là, ça a été pour moi et les avortements forcés aussi, oui. Difficile, vraiment difficile. Alors, écoute, si tu as fait le tour, il nous reste 3 minutes avant de nous quitter. As-tu autre chose à nous partager? Le retour au Québec, c'est quoi? Alors, le retour au Québec est prévu pour le mois de janvier, enfin, s'il y a des vols. Ça commence à me manquer un peu, bon, mais quoi qu'on est quand même pas mal en Guadeloupe, mais c'est vrai que la maison aussi me manque là-bas. Ce que je pourrais peut-être dire, peut-être que dans le cadre de ton émission et aussi finalement dans la mission de ce que j'ai commencé à avoir avec Heartbeat Voyageurs, c'est déjà peut-être un très bon travail. Hein. C'est quelque chose dont je suis très sensible, l'accompagnement des migrants, entre guillemets, ça reste des migrants, effectivement. L'accompagnement au niveau professionnel, dans l'insertion, etc. Si jamais je peux encourager quelqu'un qui hésite, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très délicat aussi parfois aux Antilles de faire le pas. Bon, on met de côté le côté Covid, hein, on met de côté la circonstance difficile, les circonstances difficiles dans lesquelles on est, mais s'il y a quelqu'un qui a à cœur de partir, ne serait-ce que pour un moment, ou d'avoir une expérience, quelle qu'elle soit, hein, personnelle, professionnelle, je veux dire même humaine aussi, parfois on en a besoin. Sincèrement, j'encourage la personne à le faire parce que partir, ça fait du bien. Partir, ça permet aussi parfois de mieux revenir. Moi, maintenant, j'ai la chance aujourd'hui. Au début, c'était pas forcément le cas parce que j'étais bouctée avec les études. Ben, tu peux pas autant voyager, mais maintenant, j'essaie de faire les retours de façon plus régulière entre la Guadeloupe et le Québec. Mais si je peux encourager quelqu'un à partir, quelqu'un qui a envie de le faire, qui hésite, qui start, qui se dit ah ben qu'est-ce qui m'attend, ça sera difficile, leur français est bizarre, il est pas bizarre, il est juste différent, le froid, on s'en sort, tiens regarde-toi Sabine, t'as ta famille, on survit, tu t'intègres là-bas et ça t'empêche pas finalement d'aimer la Guadeloupe puis d'y être régulièrement. Donc si je peux encourager vraiment quelqu'un qui a envie de partir, faites le pas, épanouissez-vous, on n'a qu'une seule vie au final, hein, donc faites votre expérience, quitte à revenir à la maison après, mais faites-la. Voilà. Et vous avez des gens pour vous accompagner, y compris Sabine. Voilà, ça serait ça. Ben écoute, chère Malika, merci pour ton message. C'est certain, nous, on est là, comme on dit toujours. On dit aux gens, ben, manifestez votre projet, nous, on s'occupe du reste. On est comme à la maison, la porte reste ouverte. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, vous frappez. On a une équipe qui est organisée, structurée pour assurer de l'accompagnement à ceux qui le souhaitent. Alors, tout est disponible. Il y a des moyens pour pouvoir nous rejoindre. Page Facebook, Instagram, le site Internet.
Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ce petit message. C'est sûr qu'on se connaît depuis une couple de temps et je t'ai vu grandir dans ce Québec qui t'a accueilli. Tu es venue étudier, je t'ai vu évoluer. Je suis tellement contente de ton parcours. Et tu es une femme qui est très aguerrie, qui sait ce qu'elle veut. Et moi, je te dirais toujours, quand tu as besoin d'aide, ne t'inquiète pas, tu as besoin de soutien, tu as besoin de références, tu veux continuer à bâtir ton réseau, tu peux frapper, la porte est ouverte. Alors, viens quand tu veux. Dès que tu as quelque chose à passer comme information, une nouveauté, une nouvelle, ben, les midis rencontres sont là. Tu viens quand tu veux, tu me dis. Voilà. C'est très gentil. Alors, on vous remercie tous de nous avoir suivis. C'était le midi rencontre de cette semaine avec Malika Danikan, doctorante en sociologie, excusez. Oui, c'est ça. En sociologie. Alors, restez connectés. Il y a le prochain lancement de la revue qui va aborder des enjeux de la société, sont faits sociologiques, qu'elle dirige, en fait, le comité de direction qu'elle a en charge. Donc, soyez à l'affût de cette activité qui s'en vient. C'est le 27 novembre de 12h30 à 13h30. Nous passerons l'info dans le chat. On mettra le lien si les gens sont intéressés à suivre le lancement. Ça va être, j'imagine, en Zoom. Oui, en Zoom et sur Facebook aussi. OK, parfait. Donc, on peut aller sur la page Facebook aussi. Nous avons un petit commentaire de Audrey qui dit que c'est super intéressant, beau parcours, Malika, félicitations. Merci Audrey de nous suivre et merci pour ce petit commentaire. Voilà. Alors, Malika, je te souhaite un bon appétit. Je sais qu'il est 13h30 en ce moment en Guadeloupe, il est 12h30 pour nous, donc on va passer à table pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis ceux qui l'ont déjà fait en Guadeloupe, eh bien, passez une bonne après-midi. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle présentation, nouvelle ou nouveau. J'ai fermé mon micro. Nouveau portrait, nouvelle présentation la semaine prochaine. Soyez connectés. Vous allez voir passer l'information. D'ici quelques heures, on va vous annoncer les prochains qui vont être nos invités la semaine prochaine à notre midi rencontre. Alors, au plaisir et à bientôt.